Bonjour, nous sommes le jeudi 7 avril 2022 avec une météo qui semble euh, pluvieuse, il fait un petit peu froid et il pleut. Euh, le ciel est chargé et on a quand même quelques rafales de vent qui se présentent en cette matinée. Nous connaissons quelques rafales de vent avec de la pluie fine. Et en tout cas, le ciel est chargé, donc la température s'est complètement bouleversée, ainsi que la météo. Hier, bon, avais dit qu'il allait peut-être pleuvoir. Effectivement, en fin de soirée, il a commencé à pleuvoir jusqu'à cette matinée. Donc nous sommes en plein, voilà, en en pleine pluie battante. Alors je présente ici un énoncé que voici, que je vais lire. On a un électron est produit pratiquement sans vitesse. Bon, ça veut dire quoi? Ben, un électron, c'est quelque chose qui peut être produit, qui peut être créé. Si on crée un électron, bon, un électron est produit. On crée un électron, et au départ, quand on crée cet électron, on le maintient à une vitesse nulle. C'est ça que ça veut dire, pratiquement sans vitesse, au voisinage de l'armature négative d'un condensateur chargé. Ici, on a affaire à un condensateur. Donc, on comprend directement ce qu'est le système d'étude. Le système d'étude, c'est un électron créé dans, comment on appelle ça, un condensateur. Alors, on va le charger, ce condensateur, et la tension entre les armatures du condensateur vaut 100 volts. On vous dit que l'ensemble est dans le vide, l'électron se déplace et sort du condensateur, donc il faut lui laisser la possibilité de sortir du condensateur. Et ça, je verrai que dans le système, je percerai un trou pour qu'il puisse passer. Voilà. Alors, on demande de calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron. Quand celui-ci passe du repos à la sortie du condensateur, et en déduire la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur. Bon, je répète, on a un électron qui est produit pratiquement sans vitesse, au voisinage de l'armature négative d'un condensateur, donc on a affaire à un condensateur. La tension entre les armatures du condensateur vaut 100 volts. L'ensemble est dans le vide, l'électron se déplace et sort du condensateur. Calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron quand celui-ci passe du repos à la sortie du condensateur, en déduire la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur, et on donne la masse. On donne la masse qui vaut 9,1 fois 10 exposant moins 31 kg. Voilà. Donc on va commencer à créer le système avant de répondre aux questions A et B. On a la question petit a, petit b, et bien sûr une donnée qui peut nous aider, c'est la masse de l'électron. Eh bien, on va créer le système. Donc on a un électron qui est produit pratiquement sans vitesse au voisinage de l'armature négative d'un condensateur chargé. Bon, je vais créer cette armature négative. Voilà. Ça, c'est l'armature négative. Bon, je vais déjà mettre un moins pour savoir qu'elle est négative ici. Et là, on va créer un électron. Voilà. Ça, c'est la source. Il y a une source ici. La source ici, voilà, c'est le point O. Au point O, un électron va surgir. Mais dans un premier temps, il est au repos. Voilà. L'électron est au repos. Je vais maintenant mettre la seconde plaque comme on a affaire à un condensateur. Un condensateur, c'est deux plaques. Alors ici,
euh, le condensateur, c'est un condensateur à plaque. Bon, ce sont des conducteurs, hein. C'est deux plaques conductrices qui sont planes et parallèles. Donc je vais mettre la seconde plaque. Qui va jouer par après le rôle de pôle positif. Bon, dans un premier temps, je mets un signe positif pour dire qu'elle va jouer par après le rôle de signe positif. Donc en faisant ça, bon, j'ai bien mon électron qui est produit, sa vitesse, la vitesse de l'électron ici, V électron, égale environ 0 au voisinage de l'électrode négatif. Voilà, la vitesse de l'électron est négative. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, à l'intérieur, c'est le vide. L'ensemble, je dirais l'ensemble est dans le vide. Donc, il faut créer un vide. Voilà, je vais créer un vide en mettant une bulle. Voilà, une bulle en verre. Là, on crée du vide, un vide poussé. Dans une bulle en verre. C'est un petit peu comme les téléviseurs, les anciens téléviseurs, hein, avec le tube cathodique. C'était un petit peu la même chose. Voilà. Voilà, ça c'est la situation initiale. Ça c'est le système. C'est la situation initiale du système. Voilà, situation initiale du système. Bon, maintenant, je vais mettre le potentiel. Hein. Donc les plaques. Ceci constitue les armatures du condensateur. Une qui est rouge. Une qui va servir au potentiel positif et l'autre au potentiel négatif. Bon, ça c'est la situation initiale du système. Le système va évoluer puisqu'on va établir une action. L'évolution du système, la voici. Et cette fois-ci, on va passer à une situation finale parce qu'il n'y a que deux étapes. Il n'y a que une seule transformation. Hein. Pour passer de l'étape initiale à l'étape finale, ici, il n'y a qu'une seule transformation. Et là, la seconde transformation, vous aurez compris qu'ici, instantanément, ce qui va se passer, quand on va raccorder l'armature au pôle positif, la grande barre signifie que c'est le plus gros potentiel. Donc là, on va ramener des charges positives.
Voilà. Bon, mais à mon avis, l'autre, il était préalablement chargé, hein. À mon avis, ils avaient déjà mis les charges négatives d'un condensateur chargé. Oui, bon, ici, c'est maintenant que le condensateur va être, une fois que j'ai mis la différence de potentiel de 100 volts, là, l'électron va mouver, va bouger. Bon, c'est un instantané, hein. L'électron, il va partir. Il va partir, mais dans un petit instant, parce qu'il faut que je fasse une réflexion sur la trajectoire. Bien sûr, si vous aurez compris, qu'on a du plus, hein. Maintenant, il est chargé positivement. La plaquette, la plaque de gauche est chargée positivement. Voilà. Donc, je vous ai dit que c'était dans le vide. Maintenant, je raccorde la plaquette de droite à un potentiel négatif. La plaque se charge de cette manière-là, de manière négative. Bon, ça, ce sont les électrons qui circulent à travers le fil métallique, hein. Voilà, le fil métallique. Ouais, c'est négatif, je m'excuse. Voici donc la vitesse ici maintenant, l'électron va circuler. Bien sûr, je ferai un trou quelque part
pour l'instant, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre le trou ici. Donc, je pense que l'électron sortira quelque part. Là, ça c'est le point de sortie, il est là. Donc ici le point de sortie. Donc là où se trouve l'électron au départ, il est au point O. Et il va sortir au point S. Vous avez le point O et le point S. Voilà. Alors maintenant, la différence de potentiel, elle vaut 100 volts. On a ici un générateur de 100 volts. Voilà. Et ça, c'est la situation finale. Donc c'est bien ce qu'on a, hein. C'est bien le système ici. On a bien un électron qui est produit pratiquement en 100 vitesses, au voisinage de l'armature négative, c'est bien ce que j'ai fait. En haut, c'est l'armature négative. On a bien un électron qui était au repos. Puis on a mis la tension, on s'est arrangé pour augmenter la tension, pour avoir du positif sur l'armature de gauche. Et on a poussé la tension à 100 volts. Et l'ensemble était dans le vide. Voilà. L'électron se déplace. Il sort du condensateur du fait que je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il se déplace. Voilà. Et donc on demande de calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron. Bon, qui dit travail dit force. Voilà. Alors, sachant cela, le système, la tension je l'ai mis entre les armatures du condensateur vaut 100 volts. L'électron se déplace et sur du condensateur, on le sait. Quand on a appliqué bien sûr la force électromotrice. Donc, ce qui veut dire que on a la situation initiale que voici. Ça, c'est la situation initiale qui va évoluer vers une deuxième situation, qui est la situation 1 ou 2, hein, je peux l'appeler 1 ou 2, la situation numéro 1 et puis la situation 2, mais ici, je peux dire situation initiale, situation finale. Voilà comment évolue ce système. Alors le système, bien sûr, c'est tout ceci. C'est le système. Donc le système a évolué. Alors, évolue vers quoi? Déjà au niveau des vitesses. On va sûrement avoir une vitesse en S. Alors qu'on n'avait pas de vitesse en S en situation initiale, on va avoir une vitesse en sortie. Et s'il y a une vitesse, c'est parce qu'il y a des forces. Et s'il y a une force, c'est parce que ça travaille. Donc, en quoi le système va-t-il évoluer? C'est au niveau de ses paramètres. En situation initiale, on avait une vitesse de l'électron.
avec bien sûr une charge négative, parce que l'électron est négatif, hein. D'ailleurs, je vais l'appeler E-, c'est E-, ça c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est une charge négative, c'est la charge de l'électron. On avait la présence d'une charge d'électron qui était au repos, et vitesse de l'électron était environ égale à 0. Elle était maintenue, voilà, plus ou moins au repos. Ensuite, en situation finale, ben, on se retrouve toujours avec une charge électronique qui est toujours moins, elle est toujours existante cette charge, mais là on se retrouve avec une vitesse de sortie. Vitesse de sortie différente de 0. Voilà, donc on a une certaine vitesse. Bon, pour passer d'une vitesse 0 à une vitesse différente de 0, c'est qu'on a une accélération. On a une vecteur d'accélération. Qu'est-ce qui a provoqué cette accélération? Ben, c'est une force. Quel type de force? Ben, c'est dû aux forces électrostatiques d'interaction entre les charges plus et moins qui sont ici, plus ben, sur tout le long de la plaquette. Et moins et la charge petit q. Alors ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Vous aurez compris que le plus moins ici va engendrer Q+, là Q-, et donc un champ. Un champ, quel type de champ? Constant. Ben, à l'intérieur du condensateur, parce qu'après, les lignes de champ, elles deviennent bombées. Alors un vecteur champ électrostatique, c'est tangent aux lignes de champ. Or, ici, les vecteurs champ électrostatiques sont parallèles, donc les lignes de champ sont parallèles. Du moins au sein de, voilà, de la région ici. C'est une certaine région où règne le vide. C'est une région où règne le vide. Donc là, on a un champ E, un champ E, un champ E, un champ E. Voilà. Dans cette région, partout, en tout point, le champ est constant. Alors champ constant, ça veut dire quoi? Ben, les vecteurs sont parallèles, même norme, même sens et même norme, même sens et même direction. Même norme, même sens et même direction. Donc il va de plus Q+ vers Q-. Alors l'électron, là, va subir, à cause de ce champ, F est égal à QE. Voilà, on va avoir une force électrostatique qui sera bien sûr, comme la charge ici, elle est négative, puisque c'est un électron négatif, on aura une force qui va aller dans le sens opposé au champ. On aura une force opposée au champ. Bon, et qui dit force, dit travail, bien sûr. Dit travail des forces électrostatiques. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez que le système évolue bien. Le système évolue bien. Bon, et c'est ce qu'on demande là, la question qui est posée ici. On demande plusieurs choses. On demande de calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron quand celui-ci passe du repos à la sortie du condensateur. En déduire la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur. Ça, connaissant la masse, hein. On connaît la masse. Bon, maintenant, sachant tout ceci, on va aller rechercher les propriétés existantes. Donc vous avez une force électrostatique qui va apparaître sur la charge, bien sûr, qui est l'électron. Et cet électron va être accéléré. Voilà, l'électron qui est ici va subir, qui est une charge Q-. C'est la charge Q-. C'est une charge négative. Bon, comme elle est négative, les forces électrostatiques vont aller dans le sens opposé au champ. Donc il faut chercher quoi? Deux choses. On demande quelle est
le travail des forces électrostatiques, ça c'est une chose, et on demande en déduire la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur, la vitesse de sortie. Et on demande la vitesse de sortie, bien sûr, de l'électron, parce que c'est l'électron qui va bouger. Alors maintenant, le tout c'est de trouver la trajectoire de... La trajectoire. Alors je vous rappelle, et le travail bien sûr, hein, le travail. Alors je rappelle, si vous mettez un champ constant, comme ceci, plus, bon, cherchez ça partout comme ceci, sur une plaquette, et de l'autre côté, une plaquette chargée négativement, bien sûr par une différence de potentiel, hein, comme le système que j'ai mis en situation finale, un peu la même chose. Eh bien, que vous dit la théorie d'électrostatique? Ben, on aura un champ constant, puisqu'on a des plaques parallèles, c'est une chose, et que toute charge à l'intérieur, si elle doit placer, bon ici si je prends la charge positive, il va aller d'un chemin A à un point B, eh bien, ici, la théorie de l'électrostatique nous dit que le travail effectué, c'est le théorème de la circulation, puisque la charge va circuler, voilà, tout le long de cette trajectoire, le travail des forces électrostatiques. Alors, la force, elle est parallèle, hein. C'est une force ici parallèle, parce que le Q ici, je l'ai pris positif, et voilà, et tout le long du trajet, la force va garder la même direction, même sens et même intensité, de A jusqu'à B. Alors, le travail de A jusque B, le théorème de la circulation, qu'est-ce qu'il dit? Le travail de A à B est égal, bien sûr, des forces électrostatiques. Ici, la force électrostatique va suivre une trajectoire, Fe. Voilà. Alors, comme on a un champ constant, j'ai démontré que pour un champ constant, le travail des forces électrostatiques n'était dépendant que de Q fois E, Z2 moins Z1. Voilà. Alors, je vous rappelle que ici, il y a un axe qui est posé. Ça ne dépendait que de la composante suivant le sens du champ. Parce qu'ici, il y a aussi une composante, hein. Parce que pour aller de A à B en hauteur, il y a une composante. Il y a deux composantes. Une composante de AB en hauteur et une composante en largeur, comme ceci. Je peux mettre, ici je peux appeler ça, le A6 se trouve en Z1 et le B en Z2. Ben, ce sera Z2 moins Z1. Et pas, on ne tient pas compte, parce que le vecteur est tangent. Il n'y a pas une composante, je veux dire, comme ceci, du champ. Donc je ne tiens pas compte de la hauteur, AB. On tient compte que de la largeur, si vous voulez. C'est-à-dire Z2 moins Z1. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'un axe comme ceci. J'ai pas besoin d'une décomposition d'axe suivant Y. J'ai pas besoin d'une décomposition suivant Y. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de composante du champ en hauteur. Donc ici, il n'y a qu'une composante. Donc elle dépend que d'une situation initiale et d'une situation finale. Et ça, ce travail-là aussi, sachant que je peux dire que le potentiel vaut moins EZ. Bon, quand je dis Z1, Z2, vous aurez compris que c'est ZA, ZB. C'est ZA, ZB. Alors le potentiel est défini à une constante près. Ici, on aura des dépend que ZB moins ZA. Et comme le potentiel en un point est égal à moins EZ plus constante, c'est défini comme ça, à une constante près.
eh bien, je peux dire que le travail de AB vaut Q fois VB moins VA. En d'autres termes, VB moins VA, c'est la tension UAB. Voilà, c'est la tension UAB. Bon, ça c'est vrai, quel que soit le trajet. Quel que soit le trajet. Quel que soit le trajet pour aller du point A au point B. Mais, bon, maintenant, ici, en réalité, le trajet, il n'est pas n'importe, il n'est pas comme ça. Hein. De toute façon, peu importe ce qu'il aurait fait, le trajet. Voilà, ici, le trajet, vous voyez où ce qu'il est. Bon, j'ai pris par hypothèse que c'était ceci, mais vous aurez compris qu'il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, ce trajet. Alors, que fait-il le trajet? Ben, justement, je vais voir tout de suite. Voilà, je vais reprendre ceci. Tout d'abord, l'électron ici, il est négatif, donc il n'ira pas de la droite vers la gauche, comme je viens de le montrer. Il n'ira pas de la droite vers la gauche, il n'a pas le même... voilà, parce que quand on a F est égal à QE, voilà, ici, si la charge est positive, ben, la force aura la même sens que E. Même sens que E. Maintenant, si F est négatif, enfin si Q est négatif, ben, la force est dans le sens contraire du champ. Et effectivement, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va voir une force dans le sens contraire. Donc on a le champ constant, à l'intérieur bien sûr, qui est comme ceci. Ça c'est le champ. Alors, la force F est égale à QE. Le champ Q, il est négatif parce qu'il s'agit d'un électron. Donc la force est dans le sens contraire. Voilà la force qui va engendrer le mouvement de l'électron. Le mouvement de l'électron va être subi de cette façon. Donc on a affaire à un électron, l'action d'un champ sur un électron. L'action d'un champ sur un électron. Donc on sait bien que l'électron est de charge négative, qui est produit bien sûr au voisinage de O, avec une vitesse sensiblement nulle. Donc il est soumis à la force électrostatique, F. Bon, bien sûr, et cette force, l'électron, si je l'appelle E, c'est F égale, l'électron est négatif. Hein. Donc je vais mettre moins E. Si E est la valeur absolue de l'électron, 1,6 fois 10 exposant moins 23, en tenant compte que E, c'est égal à E. C'est-à-dire 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. C'est pas moins 23, c'est moins 19, je m'excuse. 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Bon, bien sûr, et là, ça c'est E, et donc comme j'ai mis un moins, là, je spécifie la valeur algébrique de l'électron qui est bien négatif. Ici, elle est négative. Moins E est négatif. Mais E, c'est sa valeur absolue. Donc ça veut dire que la force, elle est parallèle. On connaît la direction de la force, hein, puisque on connaît la direction du champ. La direction du champ est connue. Le champ, sa direction, les lignes de force sont des lignes. On a des lignes de force parallèles.
Donc, on connaît la direction du champ, donc on connaît la direction de la force. Donc, ce qui veut dire que la trajectoire sera une trajectoire linéaire. Ça va être une droite. Donc, l'électron va se déplacer de gauche à droite de manière linéaire. Donc, on n'aura pas une courbe quelconque comme on avait dans le théorème de la circulation, comme ceci, on n'aura pas ça. Voilà, on aura tout simplement une droite. De toute façon, qu'on ait une droite ou une courbe, ça ne dépendra que de la situation initiale et de la situation finale. Bon, je vais mettre cette trajectoire maintenant. Je vais tracer cette trajectoire avec du gris. Donc l'électron va subir une force. Cette force va faire en sorte que l'électron va se déplacer. Voilà. Il va se déplacer en ligne droite. Et il va sortir. Je vais faire un trou pour qu'il puisse sortir. Ouais, je fais un trou ici pour qu'il puisse sortir. Et voilà. Donc ça, on a la sortie de l'électron. Bien sûr, il va continuer en ligne droite. Il va continuer en ligne droite. Bien sûr, on pourrait l'arrêter par quelque chose. Voilà, il va aller en ligne droite. La charge ici, je vais la mettre le potentiel ici. Ah, pourquoi pas. Puisque j'ai dû faire un trou, donc je dois remettre ceci ici. Et donc, vous voyez qu'il y a le point O, source, l'origine de départ de l'électron, et un point S, qui est la sortie de l'électron. Mais il va sortir en ligne droite. Voilà, donc il est situé en haut, il va sortir en S. Bon, le point S, si vous voulez vraiment la sortie, il est là. Hein. Voilà, donc il est là et là. Alors, vous allez me dire, oui, mais O et S, il faudrait que je connaisse. Il faudrait qu'on me donne la distance. Eh bien non. La distance n'est pas nécessaire. On pourrait se dire, oui, mais bon, pour de O à S, c'est une certaine distance. La distance n'est pas nécessaire parce que justement, vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, si je veux une déviation, je mets des plaquettes horizontales, plaquettes verticales. Hein. C'est ce qui se passe dans l'oscilloscope. Dans l'oscilloscope, ils mettent des plaques de déviation verticale et horizontale. Deux plaques horizontales pour faire une déviation verticale et deux plaques verticales pour faire une déviation horizontale. Donc on peut dévier le faisceau d'électrons ici. Hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans comment est-ce qu'on appelle ça, l'oscilloscope. Alors dans un champ électrostatique, bon, bien sûr uniforme, ici il est uniforme, hein, le travail de la force électrostatique est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend donc que du point de départ et du point d'arrivée. Voilà, donc peu importe la trajectoire. Ici la trajectoire est linéaire, hein, donc bon, c'est pas un problème ici, mais même si j'avais eu ça, mais ça ne dépendrait que du départ et de la fin, parce que le champ, voilà, même de toute façon, quand le champ n'est pas constant, c'est un petit peu la même chose, parce qu'on a un champ radial et azimutal. Un des deux est collinéaire et l'autre est, voilà, si vous faites voilà, une trajectoire quelconque avec un champ qui n'est pas constant, voilà, en décomposant les trajectoires, on a une trajectoire qui est suivant le rayon,
et une azimutale qui est perpendiculaire au rayon. Et donc, il y en a un qui sera collinéaire et l'autre qui sera nul. Donc, au bout du compte, on aura la même expression dans un champ constant ou dans un champ quelconque. L'expression du travail euh, des forces électrostatiques est toujours égale à, dépendra toujours, c'est ce qu'on a, on aura un phénomène conservatif, hein, parce qu'on aura toujours un phénomène qui est dépendant du point de départ, du point de final. Et donc ici, le travail des forces électrostatiques, qui est demandé d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, hein. On demande de calculer le travail des forces électrostatiques appliquées à l'électron quand celui-ci passe du repos à la sortie du condensateur. Repos, ça veut dire quoi? Ben, on a voilà, l'état de repos et l'état de sortie. On ne va pas travailler en termes de distance ici, mais en termes de potentiel. En termes de potentiel. Ce n'est pas une question de distance. Oui, il y a une question de distance. Effectivement, il y a une question de distance. Mais la distance a été englobée dans un potentiel. Le problème, il est là. Vous voyez, regardez ici, EZ. Oui, j'ai une distance. Hein. Différence de distance, elle est là, ZB moins ZA. Mais pour faire abstraction de la distance, ben, on parle en termes de EZ. Et EZ, c'est un potentiel. On parle plutôt en termes de potentiel, plutôt que de distance. Donc, à la place de faire intervenir une distance, ZB moins ZA, je vais faire intervenir un potentiel. Ce qui veut dire qu'ici, ben, ce sera la charge qui est connue, hein, puisque c'est l'électron ici, fois la différence de potentiel qui est VB moins VA. Alors, VB, bien sûr, c'est le potentiel positif, et VA, c'est le potentiel négatif. Alors, donc ici, on ne regarde pas la distance, parce que c'est vrai que c'est dépendant de la distance, mais il est englobé sous forme de potentiel. Bon, maintenant je peux voir la chose autrement pour les potentiels. Attention aux potentiels, hein. Les potentiels, le VA, je peux le dire que c'est V0, c'est le potentiel qui est en 0. VA voudra... là on a un potentiel en V0. Alors que là on a un potentiel VS. Voilà. En d'autres termes, quand j'écris le travail de A vers B de la force électrostatique, c'est la charge Q fois V0 moins VS. V0 moins VS. Voilà. Q fois V0 moins VS. Ouais, parce que c'est VA moins VB, pas VB moins VA. C'est VA moins VB. Je m'excuse. Bon, ici, VB, VA moins VB, c'est Q fois moins delta V. Parce que VB moins VA est positif. Ouais, mais j'espère que j'ai pas fait la même erreur ailleurs. C'est VA, si j'ai fait cette erreur là, c'est VA moins VB. Ouais, VA moins VB. J'avais fait cette erreur là, je m'en excuse. C'est pour ça qu'il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. VA moins VB. Parce que V c'est moins EZ, hein, donc E moins EZA, ben, E moins ZA c'est VA. Donc on a moins EZA moins EZA c'est VA. Et plus EZB c'est moins VB.
Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant tout est rétabli. Bon, j'ai fait une petite erreur. De toute façon, je suis en train de voir les signes ici, donc c'est pas un problème. C'est VA moins VB. Voilà, le potentiel positif. Alors, VE moins VS, c'est Q fois la tension U0S. Bien sûr, avec la charge qui est négative. Bon, en d'autres termes, ici, le V0, ça correspond à VA moins VB est égal à Q fois la tension AB. 0S. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est bien la tension AB. Alors, je rappelle que VA est positif, hein, donc il est plus grand que le négatif. Donc, VB, il est positif. C'est une tension positive. Elle est plus grande que la tension négative. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que VB moins VA est positif. Et que VA moins VB est négatif. Donc ceci, c'est négatif. Alors, ça, c'est négatif. Bon, mais la tension U, elle est positive, elle. La tension ici, elle est positive. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 100 volts? Ces 100 volts, c'est VB, c'est U, c'est UBA. UBA égale 100 volts. Bon, je vais l'appeler U, hein, tout court. UBA, c'est U. C'est la tension qui est donnée. C'est la force électromotrice. Enfin, c'est la force électromotrice générée par le générateur, que je vais appeler petit e. Générateur engendre. Mais c'est la tension, la différence de potentiel que l'on a aux bornes des armatures ici. Parce que, pourquoi? Parce que le condensateur est considéré comme, voilà, ici, le E est fourni par le générateur. Mais la différence de potentiel ici, c'est une charge. Enfin, c'est pas une charge électrique, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est un système qui va prendre de l'énergie électrique, contrairement au générateur qui va fournir de l'énergie électrique. Donc ici, le condensateur, il va jouer en tant que système de récupération, voilà, d'énergie. Donc c'est un élément, on va dire, qui est passif. Bon, un condensateur, il peut jouer le rôle de passif ou d'actif, hein. Il est aussi bien actif que passif. Il peut absorber des charges électriques et donc de l'énergie électrique, comme il peut en restituer, hein. Le condensateur peut jouer le rôle de source de tension. Une fois qu'il est alimenté, voilà, c'est ça, le condensateur, il peut jouer en tant que voilà, rôle de, il peut jouer en tant que rôle de stock, de charge électrique, hein. Donc, si vous lui fournissez par un générateur, voilà, le générateur, là, il va accumuler des charges électriques. Voilà. Donc là, il est passif. Après, ce condensateur, vous pouvez le relier à un élément autre qui est passif, et le condensateur devient un élément actif, puisqu'il va refourguer les charges qu'il a à un conducteur électrique qui est par exemple une résistance. Donc là, il joue le rôle d'élément passif, et là, il est élément actif parce qu'il va jouer le rôle de générateur, alors que le générateur ici, il est
C'est un élément actif. Un élément actif. Voilà, ici, la résistance est un élément passif, parce qu'il va accumuler voilà, de l'énergie électrique. On va lui fournir de l'énergie électrique, alors que qu'est-ce qu'est le fournisseur? Le fournisseur, c'est l'élément actif. Ici, le condensateur est passif, c'est pour vous dire que le condensateur est peut-être aussi bien passif que actif. Mais ici, comme dans mon exemple ici, le condensateur, il est fourni en charge par le générateur. Donc le générateur est actif, et comme il reçoit de l'énergie électrique, le condensateur, là, il est utilisé en tant qu'élément passif. Donc UBA, ça fait U. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ça fait Q fois U. Q fois moins U. Parce que là, j'ai UAB, et UAB, c'est moins U. Donc, c'est Q fois moins U. Mais le Q, ici, c'est la charge de l'électron. Or, la charge de l'électron, c'est moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et la tension vaut moins 100 volts. Voilà. Et là, je peux mesurer le travail de A à B de la force électrostatique. Donc en d'autres termes, si je fais moins par moins, ça fait plus. Alors je pourrais conjecturer. Hein. Si je conjecture, quand on a un électron dans un champ électrostatique qui est accéléré, le travail des forces électrostatiques pour aller d'un point A à un point B, sur le travail des forces électrostatiques, est égal à la charge de l'électron, bien sûr qui est négative, fois la tension appliquée qui est moins U. Donc en fait, on aura tout simplement E fois U. Pour avoir le travail, vous faites juste E fois U. Bon, ce calcul est assez simple, parce que là vous avez 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 100, 100 c'est 10 exposant 2, on va se retrouver avec 1,6 fois 10 exposant moins 17 joules. Voilà. Alors maintenant, ça c'est pour la première question. Donc maintenant vous savez très bien comment on fait calculer le travail de la force électrostatique appliquée à l'électron quand celui-ci passe du repos à l'état de sortie. Il suffit juste d'appliquer le travail est égal à E fois U. Maintenant, on demande d'en déduire la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur, sachant que la masse est de 9,1 fois 10 exposant moins 31. Alors ça c'est simple, parce que c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, que dit le théorème de l'énergie cinétique? Il vous dit que la variation d'énergie cinétique entre Vs et Vo, bien sûr, donc la variation d'énergie cinétique entre le départ de l'électron et la sortie de l'électron à une certaine vitesse. Bon, ici, il faut chercher la vitesse. Hein. Il n'y a que le théorème de l'énergie cinétique qui va me permettre de trouver ça. Alors, on a une vitesse de départ qui est environ nulle sur la plaquette, ici. Vitesse à l'origine qui est de l'électron, on va avoir une trajectoire linéaire, et en sortie, on aura une certaine vitesse. Bon, elle va continuer sa trajectoire. Hein. Elle va continuer sa trajectoire. Bon, ça, c'est la plaquette positive. Et ça, c'est la plaquette négative. Bon, elle va continuer sa trajectoire. Et ce qu'on veut, c'est la vitesse en sortie ici, en S. Sachant qu'elle va continuer sa trajectoire en ligne droite. Et ça, c'est l'électron qui va être accéléré par
la force électrostatique. Donc elle va passer d'une vitesse nulle à une vitesse Vs. Donc on a bien une accélération, puisque l'accélération, c'est une variation voilà, de vitesse en fonction du temps. Donc ici on a bien une variation de vitesse. Donc on a bien une accélération. L'électron ici il est accéléré. Quand il est dans un champ électrostatique, l'électron est accéléré. Enfin, quand ici c'est un champ uniforme. Quand on a un champ uniforme et qu'on met un électron dedans, il est accéléré. Puisqu'on a des forces électrostatiques et donc un travail des forces électrostatiques que j'ai à calculer. Et on a bien sûr une accélération donc avec des vitesses. Donc on aura une vitesse initiale en VO et une vitesse finale. Alors, que nous dit le théorème de l'énergie cinétique? La variation de l'énergie cinétique, bon, va dépendre du point c'est l'énergie cinétique en sortie, moins l'énergie cinétique au départ, en haut. Et ça, cette variation d'énergie cinétique est égale à la somme de tous les travaux des forces pour aller, bien sûr, du point O au point S. Donc attention que le travail c'est un scalaire, hein. L'énergie cinétique. Voilà. Le travail c'est un scalaire. Donc on aura, si le travail c'est un scalaire, l'énergie cinétique c'est un scalaire, ça sera un scalaire aussi. Donc on aura la somme de travaux de toutes les forces en présence. Alors quelles sont les forces en présence ici? On a deux forces. On a le travail de OAS, des forces électrostatiques, que je vais être calculé. Hein. C'était le but, voilà, plus le travail de OAS du poids. Parce que le poids, il y a une composante poids de l'électron. Hein. Si je prends l'électron, il y a une composante poids. Voilà, mais c'est négligeable ça. 10 exposant moins 31, ils vous ont donné la masse. Enfin, le M fois G, le poids c'est très, très négligeable. 10 exposant moins 31, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Sur une petite distance de rien du tout. Je veux dire, bon, la distance, bien sûr, c'est la distance entre O et S. D'ailleurs, qu'on ne connaît même pas, ils ne l'ont même pas donné. Hein. Donc, je ne saurais même pas calculer ceci. Mais c'est du fait que le poids est très petit qu'on va négliger. Donc, en première approximation, on va faire un travail de première approximation. On néglige toujours le poids par rapport aux forces électrostatiques. Hein. Parce que le poids, c'est 10-31 par rapport aux forces électrostatiques. Bon, 10-31 par rapport à moins 17. Et encore, il faudrait connaître la distance, hein, mais c'est qu'une courte distance. Donc du 10-31 fois une distance, plus de 10-17, parce que je vais te trouver ici, travail le travail des forces électrostatiques vaut 10-17. Ah, il est là. Il est de l'ordre de 10-17. Donc, entre le 10-17 et le 10-31, en première approximation, on laisse. Enfin, c'est 10-31 fois une distance. Hein. La distance est très petite, donc c'est pas ça qui va jouer. Voilà, c'est négligeable. 10-31 par rapport à fois une distance, par rapport à comparer avec du 10-17, on laisse tomber. Et ce sera toujours comme ça. Les forces électrostatiques sont vraiment beaucoup plus. Le travail des forces électrostatiques est toujours plus important que le travail de poids d'une charge. Que ce soit l'électron, le quark, ou peu importe. Bon, tout ça, c'est des petites masses de rien du tout, proches de zéro, bon, qui font qu'on les néglige assez souvent dans les calculs des travaux. Bon, donc ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un travail à prendre en compte. C'est le travail, donc delta EC
est égal à l'énergie cinétique en sortie moins l'énergie cinétique au départ, c'est égal au travail, à somme, à somme des travaux des forces, de différentes forces. Or, j'ai déjà la force. Oui, attention qu'ici, c'est pas somme des travaux, parce que somme des travaux des forces, c'est le travail de la force électrostatique plus le travail du poids. La somme, elle n'est que là. La somme, elle n'est que là, ici. Parce que c'est la somme des forces. Il y a que deux compositions de deux forces. Il n'y a que deux forces ici. Le poids et la force électrostatique. Dans le poids et la force électrostatique, bien sûr, la force électrostatique va circuler en tout point de la trajectoire. La force électrostatique va circuler en tout point de la trajectoire. Donc maintenant, je peux faire mon calcul. Sachant qu'en 0, la vitesse vaut environ 0. Alors je rappelle que on aura, ça c'est égal au travail de A à B, ou de, si vous voulez, de O à S, de la force électrostatique. Celui-ci vaut bien sûr E fois U. Et donc là, bien sûr, comme il est au repos ici, on a un demi m v0 carré. Comme la vitesse elle est nulle ici, v0 vaut 0, ben, ça fait 0. Donc celui-ci, il va tomber, il va rester plus que ECS égale EU. Parce que on a ECS à la sortie, il suffit de regarder la variation d'énergie cinétique, c'est juste l'énergie cinétique en sortie, est égale à EU. Alors l'énergie cinétique c'est 1 demi m v en sortie au carré. Voilà, ici vous voyez que je le prends, c'est un scalaire, ici c'est un scalaire, est égal à EU. Et donc il est très simple de trouver la vitesse en sortie. Connaissant bien sûr, il faut connaître la masse. Il faut connaître la masse. Donc c'est 1 demi m v carré en sortie est égal à E fois U. Donc je peux trouver la vitesse en sortie qui est égale à 2 fois EU sur, sur M. Bien sûr, racine carrée. Deux fois EU sur M. 2 fois EU sur M. Bon, là, je vais prendre ma machine. Alors l'électron, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 100 fois 2. Voilà. Divisé par la masse. Alors la masse, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31. Divisé par 9,1 divisé par 10 exposant moins 31. Voilà, racine carrée. Une, deux, trois. Bon, je trouve ceci. 5 millions 929 994 virgule 533
mètres par seconde. Enfin, ça c'est première approximation. C'est une première approximation. Je vais en mettre une seconde. C'est environ 6 millions de mètres par seconde. C'est une seconde approximation. Hein. Ça fait environ 6 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Ce qui fait environ 6000 kilomètres à la seconde. C'est 6000 km à la seconde. Bon, la vitesse de la lumière, c'est pas ça. On est loin de la vitesse de la lumière. On a affaire ici une particule. Hein. C'est une particule ici. C'est une particule avec une masse. Bon, la lumière, c'est une onde. Bon, elles peuvent être vues comme étant des particules qui sont les photons, avec une masse nulle. Voilà, mais ici, c'est un électron. C'est une particule avec une charge. Donc 10-31, c'est pas tout à fait zéro. Hein. Donc il y a quand même une masse. Aussi petite soit-elle, il y a quand même une masse. Et donc ici, on a affaire à un électron, ben, il fait 6000 km à la seconde quand il est accéléré par le champ électrique d'un potentiel U de, on va dire, 100 volts. Alors, plus vous mettez de tension, plus la vitesse va augmenter. Hein. Donc, si vous voulez augmenter la vitesse, deux cas de figure, bon, la masse, c'est la masse de l'électron, donc c'est un invariant. Hein. Ça, c'est un invariant. 2 est un invariant, et ça, c'est la charge de l'électron est un invariant. Donc ce qu'on sait jouer, c'est juste voilà, sur la tension. Donc je pourrais écrire que Vs est égal à 2E sur M racine carrée, c'est un invariant, fois la racine carrée de U. Donc on a Vs, ça c'est un invariant puisque c'est une constante, voilà, constante, fois la racine carrée de U. Donc en fait, la vitesse va dépendre comme la racine carrée de la tension. Donc on peut faire varier la vitesse, vous pouvez l'augmenter, hein. Vous pouvez augmenter la vitesse en réglant tout simplement la tension ici. Et donc c'est une loi en x carré, racine carrée des x carré. Donc c'est une loi qui est en fait en racine de carré de x. Donc SQRT de x, voilà, elle va varier comme ceci, la vitesse va varier comme ceci. À une constante près, bon, que vous mettez 3 ou 4, voilà, à une constante près, en tout cas on aura toujours une semi-parabole comme voici. Donc voilà comment on va évoluer la vitesse en fonction de la variation de tension. Si vous augmentez la tension, ben, la vitesse va augmenter. Si vous diminuez la tension, la vitesse va diminuer. Et si maintenant vous voulez une vitesse nulle, ben vous faites comme au départ, vous mettez pas de tension. Si U égale 0, donc en l'absence de tension, il n'y a pas de vitesse. Donc vous maintenez l'électron en position nulle, en position de repos, sensiblement de repos, parce qu'il bouge, il vibre. Il n'est pas tout à fait au repos, il vibre. Donc V est égal à K fois 0. Si U vaut 0, ben là à ce moment la vitesse est nulle.
En d'autres termes, vous mettez pas de, si vous mettez pas de tension, de différence de potentiel, pas de différence de potentiel signifie pas de champ. Pas de champ signifie vous maintenez, il n'y a pas de force électrostatique. Donc s'il n'y a pas de force électrostatique, il n'y a pas d'accélération. S'il n'y a pas d'accélération, la vitesse est nulle. Alors, vous maintenez l'électron à l'état de repos. Donc ici, c'est comment forcer un électron à bouger. Hein. Comment un électron, vous le forcez à faire une trajectoire, à lui faire subir une trajectoire. Il faut l'accélérer par un champ électrostatique et donc une différence de potentiel aux bornes. Voilà. En mettant une différence de potentiel, vous accélérez l'électron. Et donc ici, je pourrais écrire que on aura 2 E U sur M, ou encore 2 W, parce que le travail de EU c'est W, 2 W sur M. Parce que EU c'est W. C'est 2 W sur M. Et ça, vous avez la vitesse en sortie. Je vous remercie.